Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette salle de conférence de presse du Sénat. Je voudrais vous remercier d'abord pour l'attention et l'intérêt que vous portez aux travaux de cette commission d'enquête qui a débuté en janvier dernier, qui a rendu rendu son rapport avant-hier, et qui donc, à partir d'aujourd'hui, mais ça a commencé, je crois, au niveau de certains organes de presse, communique et engage des échanges, notamment avec la presse, avec vous en particulier. Je salue, au-delà de votre présence physique ici, les organes de presse qui sont en visio, en connexion visio avec nous. Voilà. J'ai eu l'honneur, donc Franck Montaugé, sénateur du Gers, j'ai eu l'honneur de présider cette commission d'enquête au nom de mon groupe, Socialiste, Écologiste et Républicain. Le rapport a été proposé, rédigé par Vincent Delahaye du groupe Union Centriste. Je lui laisserai la parole dans quelques instants pour présenter le contenu de ce rapport. Voilà, donc moi je ne serai pas plus bavard que ça. Je vais laisser à Vincent Delahaye le soin de présenter les lignes forces de ce rapport, évoquer les recommandations. Elles sont nombreuses que nous avons pu faire. Je précise un point, mais vous l'avez certainement suivi en live, comme on dit en bon gascon. 140 personnes ont été auditionnées, entendues au cours de ce travail. C'est considérable, ça nous a permis de rentrer dans le cœur d'un sujet extrêmement complexe, et dans un cadre par ailleurs en évolution important, notamment au plan européen, mais Vincent y reviendra avec les propositions de réforme du marché que nous avons quelque part intégrées dans notre réflexion et pour certaines de nos recommandations. Voilà, je vous remercie encore une fois de votre intérêt. Je vais laisser la parole à Vincent, après quoi nous échangerons le plus librement possible par rapport aux questions que vous pourriez vous poser, en rapport évidemment avec notamment les recommandations et les propositions que nous faisons. Voilà, la parole est à monsieur le rapporteur, Vincent Delahaye. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous, ceux qui sont en présentiel et puis ceux qui sont aussi en visio. Donc, je suis Vincent Delahaye, sénateur de l'Essonne et rapporteur de cette commission d'enquête. À l'origine, d'ailleurs, de cette commission d'enquête, le groupe Union Centriste a souhaité, en fait, comme le dit le titre du rapport, éclairer l'avenir, regarder un peu les enjeux du marché de l'électricité à l'horizon 2035-2050. Donc on a fait 6 mois de travail. C'est vrai que quand on a créé cette commission, on ne pensait pas qu'il y aurait une dissolution. Je pense que personne ne l'envisageait à l'époque, juste après les élections européennes. On l'envisageait peut-être à l'automne, mais pas forcément. Et donc les conclusions de notre commission viennent un petit peu percuter la campagne, mais en même temps peut-être aussi l'alimenter un petit peu, puisqu'on a pas mal parlé du prix de l'électricité et que c'est une des parties de notre rapport. Alors, le rapport, vous l'aurez en ligne à la suite de cette conférence de presse. Il fait plus de 700 pages. Donc il y a beaucoup de choses dedans. On a tiré l'essentiel en 9 pages qu'on vous a donné dans le communiqué avec le communiqué de presse. Il a été adopté à la quasi-unanimité. Hein. Il y a simplement un élu du groupe écologiste qui n'a pas voté ce rapport, mais par contre, sinon, l'ensemble des groupes du Sénat l'a voté. Donc, ce qui montre que c'est un sujet sur lequel on a réussi à faire un consensus avec beaucoup de sujets traités. Alors, je vais peut-être commencer par celui qui est finalement la dernière partie, mais qui est la plus d'actualité, qui est le prix de l'électricité, parce que il a interpellé beaucoup nos compatriotes, et à juste titre,
en 2022-2023, puisqu'il y a eu une hausse des prix considérable des prix de l'électricité, à la fois du fait de la reprise économique, mais aussi de la guerre en Ukraine, et aussi de la corrélation qu'il y a entre le prix de l'électricité sur les marchés et le prix du gaz. Et comme le prix du gaz s'est envolé, le prix de l'électricité a suivi, et c'est vrai que ça a nécessité des mesures d'accompagnement de la part du gouvernement qui ont coûté très cher aux finances publiques. Donc c'est vrai que les interrogations que nous avions au début de nos travaux et sur lesquelles nous avons conclu sur cette partie du prix, c'est de se dire comment on peut faire en sorte que le prix soit plus bas et soit plus stable dans le temps. S'agissant d'un produit de première nécessité, l'électricité, d'un facteur de compétitivité pour nos entreprises, c'est vrai qu'on s'est dit il faut absolument trouver les moyens. Donc comment y arriver vous savez que le prix de l'électricité, il y a trois composantes majeures. Hein, c'est la fourniture de l'électricité, c'est le transport et la distribution, et c'est la fiscalité. Il y a à peu près trois grands blocs qui, en fonction des périodes, ne sont pas forcément équivalents, mais on a essayé de jouer sur ces trois grands blocs. Sur le premier, la fourniture d'électricité, il y a eu des discussions entre l'État et EDF, dont on regrette qu'elles aient été finalement assez opaques, et un manque de transparence qui n'a pas permis finalement à beaucoup d'acteurs d'être partie prenante de ces discussions, et qui a abouti à un document qu'on n'appelle pas accord, nous, puisque c'est une feuille volante, recto verso, feuille volante sur laquelle, bien sûr, sont inscrits un certain nombre de principes, mais il n'y a aucune signature, il n'y a aucun engagement de quiconque. Donc quand je lis parfois qu'il y a la signature de cet accord, en fait, cet accord n'a jamais été signé, et il reste très flou dans son application et aussi dans sa protection, parce qu'un accord comme ça, c'est censé protéger le producteur qui est EDF, producteur et fournisseur, et puis également les consommateurs. Et en fait, si les prix des marchés sont bas, EDF va souffrir beaucoup avec cet accord. Et si les prix de marché sont hauts, les consommateurs ne seront pas protégés. Donc, il nous a semblé souhaitable de proposer la conclusion d'un contrat pour différence. Alors, c'est un terme un peu technique, mais c'est un type de contrat qui a été validé au niveau européen lors de la réforme fin 2023 du marché de l'électricité. L'Europe a accepté finalement de raisonner un peu plus à long terme. Et pour finalement faire profiter les consommateurs et aussi l'ensemble des acteurs de la filière de la production nucléaire historique, il est possible maintenant de mettre en place un contrat pour différence bidirectionnel, ça veut dire un contrat qui protège à la fois le producteur et les consommateurs. C'est ça qui est important. Et on a fixé une fourchette entre 60 et 65 euros pour ce contrat, puisque ça permet de couvrir largement les coûts de production d'EDF, les coûts complets. Vous savez aujourd'hui que l'AREN, qui se terminera fin 2025, est à 42 euros depuis l'origine, hein, depuis 2012, et que c'est un niveau qui est beaucoup trop bas. Alors, bon, je répondrai peut-être aux questions. Je vais écourter mon propos introductif sur ce sujet, mais s'il y a des questions complémentaires, j'y reviendrai. Donc ça, quand même... Alors, bien sûr, ça, c'est un dispositif qui est censé prendre la suite de l'AREN. L'AREN se termine fin 2025. Entre-temps, début 2025, on aura quand même un élément qui va pousser les prix à la baisse sur la fourniture d'électricité, c'est le niveau des marchés actuels. Le niveau des marchés d'électricité en 2024, sur les 5 premiers mois de l'année, sont bien en dessous de ce qu'on a connu en 2022 et 2023. Et comme les tarifs réglementés sont calculés sur la base des 2 années précédentes, aujourd'hui en 2024, on a une base 2022-2023. En 2025, on aura une base 2023-2024. Donc 2024, ce sera substitué à 2022. Et on a fait calculer à la creux hein, l'impact sur le prix si on prend comme hypothèse que l'ensemble de l'année 2024 sera comme les 5 premiers mois. C'est une hypothèse, hein, on n'est pas devin, on n'est pas sûr que ça sera le cas, mais si jamais c'est le cas, le prix de l'électricité, toutes choses étant égales par ailleurs, devrait baisser, le tarif réglementé devrait baisser de plus de 20% début 2025.
Donc cette baisse, elle serait actée si ce que je viens de dire, l'hypothèse se réalise. Et dans ces conditions, on aurait déjà cette baisse sur la partie fourniture d'électricité de plus de 20%. Ensuite, effectivement, la mise en place du CFD, du contrat pour différence, permettrait en fait de stabiliser ce niveau dans le temps. Donc c'est ça qui nous paraît très important pour les consommateurs, c'est d'abord d'avoir une baisse sensible au départ et ensuite une stabilité dans le temps. Deuxième élément sur lequel, alors, le transport et la distribution, ça fait partie des sujets sur lesquels on s'est quand même beaucoup interrogé, parce que je vous l'ai dit, c'est une des composantes du prix, et il y a des investissements colossaux qui sont à réaliser en la matière. RTE, qui fait du transport, Enedis de la distribution, ont chiffré chacun à peu près à 100 milliards d'ici 2040 les investissements qu'ils devaient faire en la matière. On s'est interrogé, il y a quand même un manque de transparence sur ces chiffres. On a du mal à faire la répartition entre ce qui est nécessaire pour la modernisation des réseaux existants et ce qui est indispensable pour relier des nouveaux moyens de production. Donc, on a eu beaucoup de mal à le faire. On considère qu'il faut travailler sur ce sujet parce que c'est un sujet qui peut impacter le prix de l'électricité d'une façon conséquente. Et on considère sans doute que quand même les 100 milliards, c'est quand même un grand maximum et qu'on devrait pouvoir optimiser ces chiffres et optimiser aussi les implantations d'énergie renouvelable dont on a besoin de façon à essayer de limiter les coûts de réseau et les coûts de transport. Donc une fois que j'ai dit ça sur la fourniture d'électricité, sur les transports, il y a la partie fiscalité. Donc sur la partie fiscalité, on considère que l'électricité est un produit de première nécessité et ne doit pas être aussi imposé qu'il ne l'est actuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une fiscalité très, très importante sur un bien qui est un bien de première nécessité, comme je le disais, mais surtout décarboné. Donc il est décarboné, il est en plein dans ce que l'on cherche à avoir en France comme type d'énergie. Donc on a fait des propositions pour alléger cette fiscalité de façon ciblée. Donc pas de façon générale. Certains proposent une baisse générale de la TVA de 20 à 5,5. Nous pensons que c'est d'abord très coûteux pour les finances publiques qui ne sont pas en très bon état, comme vous le savez sans doute, mais on pourrait refaire une conférence de presse sur l'état de nos finances publiques si vous le souhaitez, mais je ne vais pas en parler là. Mais c'est très coûteux et c'est injuste. Ça veut dire que c'est injuste parce que finalement la consommation, ce qu'on appelait la consommation de base de première nécessité pour tout le monde, c'est-à-dire cuisiner, s'éclairer et autres, en réalité, ça nous semble nécessaire d'alléger la fiscalité sur cette partie-là, mais sur la partie qui peut résulter de choix personnels, il peut être de mettre par exemple son appartement à 22 degrés au lieu de 19 degrés pour le chauffage, de chauffer une piscine, de faire un certain nombre de choses comme ça. On considère que c'est pas normal, en tout cas c'est pas la collectivité d'aller aider cette partie de consommation. Donc la consommation de base, première nécessité, on l'a définie avec des chiffres d'EDF et de RTE sur la base d'un appartement de 80 mètres carrés. Et sur cette base-là, on abaisserait la fiscalité de la TVA de 20 à 5,5 sur cette partie-là, et on modulerait l'accise. L'accise vient en complément de la TVA hein, sur cette partie fiscalité. On la baisserait pour la partie consommation de base. On la maintiendrait pour une consommation intermédiaire, et pour la consommation haute, on la repasserait à 32 €, qui était le montant de l'accise avant la crise des prix de l'électricité et de l'énergie. Alors, je vais essayer d'aller vite pour qu'on puisse passer aux questions. Sur les autres parties, sur la première partie de notre rapport concerne le cadre européen et les marchés. Sur le cadre européen, on considère que, selon l'article 194 des traités fondateurs de l'Union européenne, nous sommes, en tout cas les États, sont libres de leur mix énergétique. Et ça nous paraît très important aujourd'hui. Et on considère que les efforts qui sont demandés aux pays par l'Union européenne ne sont pas forcément équitables. C'est-à-dire qu'on ne tient pas forcément compte de la situation de départ de chacun des pays, et notamment de la France, où on a une des électricités les plus décarbonées de l'Union européenne. Et
Par contre, on approuve la réforme du marché de l'électricité qui a eu lieu fin 2023. Nous sommes donc sur cette partie, sur les marchés, nous pensons qu'il est nécessaire qu'il y ait des marchés d'électricité, mais il faut absolument que ceux-ci ne jouent moins, en tout cas, aient moins d'influence sur les prix de l'électricité. C'est pour ça que on peut dire que nos propositions vont plutôt vers plus de régulation que plus de marché. Les marchés sont nécessaires, mais il ne faut pas que le prix de l'électricité soit strictement corrélé au prix du marché. Alors ensuite, on a une partie sur la consommation d'électricité, sur laquelle on constate que ces dernières années, on a plutôt eu une diminution, voire une stagnation dans un premier temps, une diminution sur ces dernières années, du fait des efforts de sobriété qui ont été demandés aux Français, et également du fait de l'efficacité, de la plus grande efficacité d'un certain nombre de matériels, d'équipements qui sont utilisés par nos compatriotes. Par contre, nous pensons qu'il est nécessaire, bien sûr, de continuer à vouloir électrifier un certain nombre d'usages, notamment dans les transports, dans l'industrie, qui auront des conséquences sur la consommation d'électricité. Donc nous avons essayé de trouver un scénario qui nous paraisse réaliste d'évolution de la consommation d'électricité, puisque après on va parler du mix de production, mais pour s'assurer qu'on peut couvrir la consommation, il faut déjà l'avoir à peu près évaluée. Donc on a épluché toutes les prévisions à la fois de RTE, qui a fait un travail extrêmement sérieux, mais aussi de pas mal d'autres organismes. Pratiquement tous, quand même, prévoient une augmentation de la consommation d'électricité, plus ou moins importante selon les organismes. Pour nous, nous avons retenu le scénario de référence, la fourchette basse du scénario de référence de RTE. Le niveau moyen, c'est 615 € à 2035. Nous avons dit qu'il y aurait une fourchette, à notre avis, entre 580 et 615 TWh. Voilà, TWh, il faut que je donne les unités quand même. Et à l'horizon 2050, 700 TWh. Ça nécessite qu'il y ait une électrification importante de nos usages, comme je disais, et qu'on continue également à avoir et à pousser des factures incitatives, notamment sur les heures creuses, heures pleines, sur les effacements de consommation aux heures de pointe. Donc des déplacements de consommation, c'est quelque chose bien sûr qu'il faut poursuivre. Et sur le mix de production, après je laisserai la place bien sûr aux questions, c'était la troisième partie de notre rapport. Sur le mix de production, nous avons cherché à trouver le mix qui soit le moins émetteur de carbone et le plus économe sur le plan financier et le plus efficient. Donc, pour cela, il nous a semblé souhaitable de pousser assez fortement la relance de la filière industrielle. Nous étions des champions de nucléaire dans les années 80-90. Nous avons eu un peu le nucléaire honteux pendant une trentaine d'années. Aujourd'hui, on a envie de faire repartir cette filière. Ça nécessite quand même de gros efforts, à la fois financiers, mais aussi en compétences, parce qu'on a perdu beaucoup de compétences. Et donc, sur le plan du nucléaire, on a finalement... On approuve les orientations, les deux premières orientations qui étaient celles du gouvernement sortant, qui étaient d'abord sur le parc existant de prolonger au maximum les centrales existantes, déjà jusqu'à 60 ans, bien sûr avec des conditions de sécurité approuvées par l'autorité de sûreté. Il nous semble que c'est ces investissements-là, avec le renforcement de la puissance des centrales à 900 MWh, qui peut être le plus efficient économiquement. À l'horizon 2050, on pourrait, sur un certain nombre de centrales, peut-être aller jusqu'à 80 ans. C'est un petit peu plus hypothétique aujourd'hui, mais en tout cas, ça doit être examiné et regardé de près. La deuxième chose, c'est dire sur les EPR2, nous pensons que l'objectif de 14 EPR2 à l'horizon 2050 est un maximum. Pourquoi un maximum? Parce que Flamanville vient d'ouvrir, que pour construire la nouvelle filière EPR2, on se base sur cette expérience de Flamanville, qui n'a pas été forcément hyper brillante,
mais on essaye à partir de quelque chose qui était très compliqué de le simplifier. On aurait pu penser que, et c'est ce qu'on a examiné un peu dans le rapport, qu'on aurait pu faire l'inverse, partir de quelque chose de plus simple, ce qui était les centrales historiques, et voir comment on pouvait les amener à un niveau presque PR, quoi, en tout cas niveau de sécurité. On a choisi cette première option. Pour l'instant, il faut rester dessus, à condition bien sûr que ça soit validé dans les prochains mois et prochaines années. Mais le premier EPR2 qu'on pourrait ouvrir serait sans doute à l'horizon 2037-2038. On a annoncé 2035, mais en réalité, on pense que ça serait plutôt 2037-2038. Ce qui veut dire que pour avoir en 2050 14 EPR2 opérationnels, il faudrait qu'on en sorte au moins un par an, voire un petit peu plus. Donc c'est quand même un défi majeur. Et je ne dis pas qu'on n'y arrivera pas, mais ça serait déjà fantastique qu'on y arrive. Pardon ? L'uranium, oui, je vais y venir. C'est la troisième partie, excusez-moi, j'ai interrompu, mais... donc première partie, on prolonge le nucléaire historique existant au maximum, on renforce sa puissance. Deuxième partie, on construit des EPR2 d'ici 2050-14, et se pose la question, et on s'est posé la question sur ces EPR2 de l'uranium, puisque le combustible des centrales c'est de l'uranium, que dans le monde il a été prévu de tripler la consommation, la production nucléaire par 3 d'ici 2050, ce qui veut dire que les réserves d'uranium pourraient venir à manquer en 2070. Donc si on construit des nouvelles centrales pour 80 ans et qu'au bout de 30 ou 40 ans, on n'a plus de combustible, c'est quand même embêtant. Donc, il nous a semblé, à partir de ce constat, absolument indispensable de relancer fortement la recherche dans la 4e génération nucléaire, c'est-à-dire les réacteurs à neutrons rapides, qui permettent d'utiliser l'uranium appauvri qu'on a en quantité, et on pourrait avoir du combustible là pour des centaines d'années, ce qui serait quand même assez considérable. Donc, il nous semble important de reprendre le chemin de cette recherche. Sur le renouvelable, on ne pourra pas produire suffisamment d'électricité pour faire face à l'augmentation de notre consommation si on ne s'appuie pas à la fois sur le nucléaire renforcé et sur les énergies renouvelables. Donc il nous semble indispensable de poursuivre les deux. Dans les énergies renouvelables, il y a l'hydroélectricité. L'hydroélectricité, c'est presque le moyen de production qui est le plus consensuel aujourd'hui. L'hydroélectricité, vous savez peut-être, mais il y a un blocage au niveau européen sur le renouvellement des concessions. L'Europe souhaite qu'on mette ces renouvellements de concessions en concurrence et la France n'a pas souhaité jusqu'à présent le faire. Donc ça fait depuis 15 ans qu'on est bloqué. Dans l'absolu, on pourrait dire les barrages continuent de fonctionner, c'est pas un souci, mais en réalité, ça bloque, cette absence de renouvellement bloque des investissements nouveaux nécessaires, et notamment des investissements pour réaliser des steps. Des steps, c'est des équipements de stockage de l'électricité. C'est sans doute les équipements aujourd'hui les plus efficaces pour stocker l'électricité et pour permettre de passer notamment les pointes et d'éviter des coupures pour nos compatriotes. Sur l'éolien et le photovoltaïque, nous pensons qu'il faut poursuivre les objectifs, bien sûr, de développement de ces deux filières, mais peut-être de les étaler un petit peu plus dans le temps pour les rendre plus réalistes. On pense que les objectifs actuellement annoncés, on n'y arrivera pas. Il y a beaucoup de sujets sur l'éolien en mer, sur l'acceptabilité, sur la diffusion et l'implantation sur le territoire de toutes ces unités. Donc si on veut éviter des coûts de réseau trop importants, il faudrait sans doute programmer un petit peu plus les implantations et ne pas les subir au coup par coup comme on l'a fait un peu jusqu'à présent. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je pouvais dire en introduction et en description de l'ensemble du rapport, qui donc va être en ligne, comme je vous le disais, juste après la conférence de presse. Et je suis à votre disposition, comme le président, pour répondre à vos questions sur le sujet. Bienvenue. Je vous écoute, oui, madame. Merci beaucoup pour la présentation.
Attendez, on va vous donner le micro parce que comme ça, les personnes qui sont en visio peuvent vous entendre aussi. Merci pour cette présentation. Juliette Rénal pour la Tribune. Je voulais simplement revenir sur la question des CFD que vous proposez pour réguler les prix du nucléaire. On comprend que la Commission, visiblement, était d'accord fin 2023 pour que ça s'applique au nucléaire. Qu'est-ce qui, selon vous, explique que EDF, quelle est la raison invoquée par EDF pour ne pas choisir cette option des CFD qui paraît a priori logique et protectrice pour EDF? Est-ce qu'il y a une autre raison au-delà de celle qu'on peut comprendre qui craignent en fait que Bruxelles leur demande des contreparties? Nous n'avons entendu que cette raison-là. C'est-à-dire que les craintes du groupe EDF de se dire on va rentrer à nouveau dans des contreparties demandées pour aide d'État par Bruxelles qui entraînerait éventuellement un démantèlement, en tout cas des évolutions au sein du groupe qu'ils ne souhaitent pas pour l'instant opérer. Nous sommes allés à Bruxelles, nous avons entendu pas mal des représentants de la Commission, des députés, pas mal de personnes. Il nous semble à ce stade que ces craintes sont infondées. Alors après, je ne dis pas que qu'il y a zéro risque, mais ce qu'on a entendu, c'est que le contrat pour différence a été prévu, a été négocié par la France pour pouvoir s'appliquer aussi au nucléaire historique. Donc à partir du moment où les prix indiqués dans ce contrat correspondraient finalement au coût de production d'EDF, on ne voit pas en quoi il y aurait un risque important d'avoir des contreparties qui soient inacceptables de la part de Bruxelles. Et en même temps, ce contrat pour différence, le gouvernement s'est battu pour en obtenir la possibilité. On ne comprend pas pourquoi il ne serait pas appliqué alors qu'il protège beaucoup mieux EDF et qu'il protège beaucoup mieux les consommateurs. Oui, bonjour, Thomas Chomel pour Contexte. Une question pour poursuivre celle de ma collègue. Donc vous appelez à la mise en place d'un CFD. Plusieurs des personnes que vous avez auditionnées, et le ministre Roland Lescure en tête, vous ont expliqué pourquoi ils ne souhaitaient pas aller vers cette solution, notamment en raison des coûts pour l'État et du partage des risques entre EDF et grands consommateurs. Qu'est-ce qui vous pousse au fond à relancer cette idée qui semblait avoir été abandonnée? Et j'ai une deuxième question, je ne sais pas si vous voulez que je la pose maintenant ou après. On peut commencer là-dessus, si ça change de sujet. On peut continuer sur les CFD. Sur les CFD, le coût pour l'État, on ne le voit pas trop. Si vous pouvez me l'expliciter, je serais ravi de l'entendre. En tout cas, moi, je ne l'ai pas entendu. J'ai entendu dans la bouche du ministre, mais je ne sais pas ce qu'il entend par coût pour l'État. Le gouvernement auquel appartenait le ministre Lescure s'est battu pour obtenir de Bruxelles, dans la réforme de l'électricité, la possibilité d'en faire. Pourquoi l'a-t-on fait alors si ce n'est pas pour l'appliquer? Donc voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est à moins d'un an de l'annonce qui a été faite en novembre dernier d'un soi-disant accord à 70 euros. Alors, si vous avez bien compris l'accord, vous pourrez me l'expliquer aussi. Hein. Mais donc, moi, je ne vois pas ce qui empêcherait aujourd'hui de dire on change de pied. Et d'ailleurs, le ministre de l'économie a dit lui-même que c'était très décevant, finalement, l'application de l'accord était très décevant et qu'il fallait sans doute le revoir. Il l'a dit devant les entreprises et les patrons. Donc voilà, à un moment donné, il faut que les déclarations soient suivies d'actes et nous, on propose des actes. Ok, très bien, merci. Deuxième question, c'est, je dézoome un peu. Vous appelez à pousser tous les feux sur le nucléaire puisque vous jugez incontournable la construction de 14 EPR. Soit dit en passant, on n'a toujours pas de résultats sur l'étude de faisabilité de ces 14. Mais voilà. Vous appelez aussi à relancer d'urgence la filière des réacteurs à neutrons rapides. Et en face, vous semblez, dénoncer les objectifs européens de la part des ENR dans la consommation. Et 2, vous semblez ne pas croire au pari technologique de l'éolien en mer et appeler à un déploiement raisonnable et équilibré des ENR. Alors, vous venez de dire qu'il fallait pousser sur les deux, mais on sent quand même une différence d'approche entre les deux. Et surtout, il y a cette notion de pari technologique. C'est quand même un gros pari technologique de relancer la filière RNR. Face à ça, vous dites le pari technologique de l'éolien en mer est aussi un gros pari. Ouais, mais
Votre Non, synthèse mais- est résolument... on pousse quand même beaucoup plus sur le nucléaire. Comment est-ce que vous expliquez cette différence C'est-à-dire, d'approche? je lis tout à l'heure rapidement, mais on a eu pendant 30 ans le nucléaire honteux. Donc on a laissé une filière, on a fermé Fessenheim, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, alors que la centrale pouvait encore fonctionner à un bon moment. Tout ça pour faire fonctionner des centrales à charbon. Donc ce qui nous semble, nous, prioritaire, c'est la réduction des émissions de carbone. C'est pas tellement... on ne comprend pas trop que Bruxelles, finalement, puisse imposer des objectifs très ambitieux en faveur de l'ENR, qu'on puisse pousser des objectifs très ambitieux en décarbonation. Ça nous semble très logique et souhaitable. À partir de là, on sait très bien que le nucléaire, il va falloir du temps, qu'il y a quand même un risque technologique pas négligeable, donc il n'y a pas d'assurance, de garantie qu'on va y arriver. On y est arrivé dans les années 80-90, donc on peut se dire, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire 40 ans après la même chose que nos prédécesseurs, mais ça demande quand même... donc voilà, on pense que les objectifs qui ont été fixés en termes d'énergie renouvelable sont hyper ambitieux. Il faut les ramener peut-être à simplement ambitieux, à un niveau ambitieux, et qu'on reste sur ce niveau ambitieux et que à partir de là, on cherche à optimiser les investissements correspondants de façon à ce que ça pèse pas trop sur les coûts, le coût de l'électricité. Tu veux rajouter un petit mot Je me rapproche du micro pour pouvoir être entendu. Sur ce point qui est assez fondamental et en ligne avec le contenu du rapport et l'esprit des propositions qui sont faites, que vient de rapporter le rapporteur, d'évoquer le rapporteur, moi nous pensons qu'il faut poser tous les curseurs. Donc le curseur du nucléaire, ça a été évoqué. Il y a une recommandation dans le rapport relative au développement de la filière énergie renouvelable. Je pense qu'il y a un sujet aussi de souveraineté extrêmement important par rapport à cette filière. Vous savez qu'aujourd'hui, tout est à peu près par terre en matière de production nationale ou européenne relative aux ENR. Donc il y a aussi cette filière à reconstruire. Je pense que c'est un enjeu politique, économique non négligeable. Mais effectivement, ce que je voudrais dire aussi, c'est que sur le développement des énergies renouvelables, il y a une problématique territoriale fondamentale. Il y a des questions et des problèmes d'acceptabilité qui se posent sur certaines de ces moyennes de production renouvelables. Et ça appelle de la part du gouvernement, des gouvernements à venir et des collectivités locales, une coordination. Alors, on a voté une loi dite d'accélération des énergies renouvelables qui permet de rationaliser un petit peu l'implantation de ces moyens renouvelables. Mais quand on regarde la réalité, il y a des propositions absolument partout sur le territoire. Et c'est un sujet évidemment problématique, et c'est un sujet aussi qui a un rapport assez direct, et ça a été évoqué par le rapporteur il y a quelques instants, sur les coûts de raccordement pour évacuer les productions concernées. Si on en met partout, on va avoir une explosion des coûts de réseau à construire en distribution par Enedis et en transport par RTE. Il y a une obligation de rationalisation de tout ça qui est gigantesque et qui va peser de manière considérable sur les coûts et sur ce que paieront effectivement les consommateurs. Voilà. Mais ce que je voulais dire en conclusion sur ce point, c'est que le chemin à venir en matière de production, de mix, il est pavé d'aléas, il est pavé d'incertitudes, et qu'il faut jouer sur tous les curseurs pour arriver à se garantir d'être au rendez-vous de la production globale, évoquée aussi par le rapporteur, qui sera nécessaire pour électrifier dans un cadre de sobriété et d'efficacité énergétique. Oui, nous avons des questions en ligne également. Je vais m'en faire le porte-parole. Oui, si vous alors voulez. on va peut-être laisser madame prendre, et puis on va reprendre les questions en ligne. Voilà, parce qu'on a 4 questions en ligne. Tout à fait. Allez-y, madame. Merci, bonjour. Aline Brachet pour AEF Info. Justement, c'était une suite aux questions précédentes. J'ai une question sur le bouclage de 2035. Dans les travaux qui ont été effectués depuis un an sur la préparation de la PPE, on voyait à chaque fois que 2035, il y avait un problème de bouclage d'électricité, que pousser les énergies renouvelables était nécessaire. Comment est-ce que vous résolvez, vous, cette question du bouclage ? Est-ce que vous avez une alerte à cette échéance ?
Écoutez, les propositions que nous avons faites, notamment de prolongation presque systématique des centrales existantes jusqu'à 60 ans, parce que le problème de bouclage, il était globalement sur une durée initiale de 40 ans, de durée de vie des centrales. Si on arrive, a priori c'est faisable, à condition bien sûr de réaliser un certain nombre de travaux, d'investissements, mais on considère que c'est les investissements les plus rentables de prolonger, c'est à 60 ans. On pourrait effectivement renforcer la puissance des centrales à 900 MW, donc se redonner un peu d'air de ce point de vue-là, et puis bien sûr de pousser aussi sur les énergies renouvelables. Et quand on fait le cumul des deux, on arrive à, vous le verrez dans le rapport, il y a les courbes qui le montrent, on arrive finalement à avoir une courbe de production qui est toujours supérieure à la courbe de consommation. Alors après, il faut faire attention, parce que là c'est en masse globale, c'est pas en heures avec les pointes, les heures journalières, mais a priori, avec le mixte qui est proposé, c'est-à-dire 60-40, on arrive à 2035, à l'horizon de 2035, à faire face à la consommation, à l'augmentation de la consommation. Encore une, et puis ensuite on passe en... Excusez-moi, mais on va peut-être aussi pour oui, Caroline Payet, les personnes qui nous écoutent. Pour Montel News, pour élargir un peu, quels sont jusqu'à quel point ces scénarios sont encore valides avec un changement de gouvernement qui passerait peut-être à l'extrême droite? Est-ce que la consommation sera la même? Est-ce qu'il faut revoir du coup complètement les scénarios? Voilà, jusqu'à quel point... Vous me demandez de faire un exercice de politique fiction qui est quand même pas évident. Écoutez, moi, j'espère d'abord qu'on aura un gouvernement la semaine prochaine ou la semaine d'après, j'en sais rien, ce qui serait déjà pas mal. Ensuite, on verra quelle sera la composition de ce gouvernement et avec qui il faut discuter, travailler, essayer de faire passer nos idées. Nous on a travaillé au fond sur ce sujet de façon transpartisane. On a essayé de trouver des points d'accord et des positions et des recommandations qui, à mon avis, permettent d'avancer quand même fortement sur ce sujet. Ce qu'il faut peut-être préciser par rapport à votre question, et là, c'est pas de la politique fiction, mais c'est la politique tout court, c'est que si on veut défendre l'intérêt général, à un moment donné, sur le plan de l'énergie et notamment l'électricité, ce sont des investissements colossaux qu'il faut réaliser, et il faut avoir de la stabilité dans le temps. Je parlais tout à l'heure de stabilité sur le prix, mais en termes de politique, il faut être stable. On ne peut pas faire du stop and go régulièrement, tous les 5 ans ou tous les 3 ans. Donc, à un moment donné, il faut quand même si possible, qu'il y ait un consensus dans ce pays sur ce sujet, quels que soient les gouvernements, et qu'on puisse se dire, on y va, on avance, on fonce, mais on ne met pas en question tous les 3-4 ans, se dire, tiens, finalement, est-ce qu'on va arrêter les énergies renouvelables, est-ce qu'on va arrêter le nucléaire, bon, il y a nécessité de cette stabilité dans le temps, et sinon on n'y arrivera jamais. Le président souhaitait apporter un petit complément. Juste rajouter quelque chose là-dessus. Je souscris évidemment aux propos du rapporteur par rapport à la dimension politique de la situation dans laquelle on se trouve. Je voudrais rajouter que je regrette personnellement, ça n'engage pas la commission d'enquête, mais je tiens à le dire, que les gouvernements précédents n'aient pas publié, ils auraient pu le faire, la stratégie française énergie-climat, qui est composée de trois sujets: le plan national d'adaptation au changement climatique, la stratégie nationale bas carbone et la PPE actualisée. Ça n'a pas été fait. Le Parlement, et le Sénat en particulier, n'a cessé de demander que ces sujets soient soumis au débat parlementaire. Il y a eu des concertations avec d'autres acteurs que le Parlement, ok, mais rien n'a abouti. Si ça avait été le cas, si le gouvernement avait correctement travaillé, parce qu'il ne l'a pas fait sur ce sujet, on aurait aujourd'hui un cadre, alors qui pourrait être éventuellement remis en question par le futur contexte, ou dans le cadre du futur contexte politique, mais on aurait quand même un cadre clair. On n'a pas de cadre clair. Et ça, c'est un manque très très important et vraiment problématique, parce qu'effectivement là on s'engage pour des décennies en réalité, à travers ces outils de programmation pour des sujets absolument fondamentaux. Merci Monsieur le Président. On va peut-être passer, excusez-nous, mais peut-être pour les personnes qui nous regardent et nous écoutent là, sur les questions qui sont
en ligne. Oui, monsieur le rapporteur, nous avons sur les 20 journalistes en ligne 4 questions qui sont posées. Avant de vous poser les questions du journal Le Monde et de Capital, une première question de Claire Aïcardi d'Europe Énergie. Comment évoluerait la fiscalité sur l'électricité pour les entreprises ? Alors, pour les entreprises, la fiscalité n'évoluerait pas beaucoup. Sur la TVA, on ne propose pas de réduire la TVA pour la consommation des entreprises, en tout cas au-dessus des seuils qu'on a cités, parce que la TVA est déductible pour les entreprises. Donc c'est pas une charge, on déduit la TVA que l'on paye sur la TVA que l'on collecte. Donc c'est un problème de trésorerie, mais on n'a pas fait de proposition à ce sujet-là. Sur l'assise, il y a des dispositions qui sont dérogatoires pour un certain nombre d'entreprises, notamment les électro-intensives et autres. Ce qui aurait un petit impact sur les entreprises, c'est notre proposition de supprimer la contribution tarifaire d'acheminement pour la remplacer par une dotation budgétaire. Vous savez, contrairement à son nom, la contribution tarifaire d'acheminement ne correspond pas à du transport d'électricité, mais correspond en fait à la prise en compte des retraites des électriciens et des gaziers. Et donc ça serait une dotation budgétaire qui remplacerait cette contribution tarifaire d'acheminement, mais c'est un peu à la marge dans la facture des entreprises, pour répondre à la question de madame. Une question de Mélanie Volant pour Enerpress. Un petit complément. Petit complément. Important par rapport à la question de la compétitivité de l'économie française et de nos entreprises industrielles en particulier, mais pas seulement. C'est la nature, évidemment, des contrats de moyen, de long terme ou de très long terme qui dictera quelque part la question du coût de l'électricité. Et à cet égard, la situation, voilà, elle pose question. On a écouté les représentants des industriels. Il y a des propositions qui sont faites voilà, qui ne conviennent pas en termes de visibilité, de niveau de prix, de visibilité et de stabilité. Il y a relativement peu de contrats qui sont signés, en tout cas si on regarde les volumes de production concernés. Donc voilà, sur cette question, je dirais que le sujet reste devant, quoi. C'est absolument pas traité à ce stade. Et donc pour Enerpress, une question de Mélanie Volant. Quel serait le coût de la suppression de la CTA? Même question pour la modulation de l'accise sur l'électricité, ainsi que la réduction ciblée de TVA. Oui, c'est la décomposition. En fait, du coup, on a chiffré globalement nos propositions à un coût d'environ 3,5 milliards d'euros. Sur ce coût, il y a 1 milliard qui correspond au CTA. Sur les deux autres, l'accise, on a une baisse d'un côté sur les consommations de première nécessité, mais on a aussi une hausse sur les consommations plus importantes. Donc on a chiffré à combien, Jérémy, sur l'accise. Sur l'accise, on a considéré qu'il y aurait une neutralité et ça ferait 1,7 1,7 sur la TVA. En fait, c'est moins que 3,5 alors. Neutralité sur ? Attendez, je demande une précision là parce que sur les 3,5 milliards. Oui, alors voilà, excusez-moi, je vais être un peu plus précis sur l'impact. Sur la baisse de la TVA sur la partie de consommation dite de première nécessité, ça aurait un impact d'1 milliard. Ensuite, sur l'accise, sur les baisses d'assises, là, ça a un impact sur les entreprises d'1,7 milliard. Sur les particuliers, ça ferait, on a considéré que c'était neutre. Et par contre, il y a 1 milliard à peu près pour la contribution tarifaire d'acheminement, sachant que c'est un montant qui diminuera dans le temps. Sur la CTA, là, je voudrais apporter une précision. Peut-être le rapport, parle avec le... Oui, sur la CTA et le transfert donc au budget de l'État dans un contexte de finances publiques problématique, ça a été évoqué. Le transfert de la CTA, nous demandons dans le rapport qu'il fasse l'objet d'une évaluation préalable.
Voilà. Il faut se garantir, si effectivement cette mesure est mise en œuvre, qu'il n'y ait pas de conséquences sur le régime des retraites des IEG, fut-il en extinction, comme il l'est, depuis le vote de la loi. Je tiens à préciser ça, parce qu'il ne s'agit pas de faire l'économie de ce poste de manière pure et simple. Question suivante. Oui, question du journal Le Monde. Perrine Moutarde, pourquoi considérez-vous que l'éolien en mer est un pari risqué et que les objectifs de Belfort ne pourront pas être tenus? Pouvez-vous expliquer en quoi les efforts de baisse d'émissions demandés par Bruxelles sont inéquitables? Faites-vous référence au règlement sur le partage de l'effort? Oui, tout à fait. Sur la deuxième question, on fait effectivement référence à cela. Et sur la première question, c'est les auditions que nous avons eues. Les auditions et à la fois publiques et les auditions rapporteurs, puisque j'ai fait un certain nombre d'auditions directement. Rapporteurs que j'ai ouverts, bien sûr, aux membres de la commission, au président et aux différents membres de la commission, mais elles n'étaient pas publiques. Et ce qui nous a été dit, c'est qu'aujourd'hui, quand même, l'éolien en mer, et notamment l'éolien flottant, qui serait finalement le plus acceptable et sans doute le plus rentable, parce que plus éloigné des côtes, sans doute plus vanté, mais avec des coûts de raccordement assez importants. Aujourd'hui, on a quand même quelques doutes sur les technologies et à la fois la faisabilité à relativement court terme et la durabilité dans le temps. Sur le partage de la valeur. Ah, Monsieur le Président. Un point sur le partage de la valeur territorial, au plan territorial. On a évoqué la nécessité de concentrer l'implantation des modes de production de type énergie renouvelable sur le territoire pour limiter notamment les investissements de réseau. Il y a une question aujourd'hui qui se pose en l'état sur la façon dont on répartit la valeur, notamment entre communes, intercommunalités et départements, voire régions. Voilà, c'est un problème qui n'est pas tranché. La situation telle qu'elle est, elle n'est pas forcément satisfaisante parce que voilà, il y a une problématique d'acceptabilité, vous le savez, de certains modes de production d'énergie renouvelable sur le territoire. Et quand on les met quelque part, voilà, il ne faut pas que ça soit au détriment. Voilà, il faut que les problèmes générés par ces implantations fassent l'objet d'une répartition de valeur à maille territoriale adaptée. Ça fait aussi partie des demandes que nous formulons dans le rapport. Avant de revenir aux questions de la salle, deux dernières questions en ligne, une de Capital et une de l'AFP. Première question d'Alexandre Loukil pour Capital. Pourriez-vous préciser les seuils de consommation d'électricité arrêtés en collaboration avec EDF et RTE pour bénéficier d'une fiscalité, TVA et assises, allégée? Et comment comptez-vous optimiser le niveau du TURP? Alors, pour la première question, c'est dans l'essentiel et c'est dans le rapport, bien entendu, mais je peux les rappeler ici rapidement. En fait, on est parti sur la consommation moyenne en France, et la consommation moyenne, c'est un appartement de 80 mètres carrés, selon EDF. Et on a pris un niveau de consommation de 4,5 MW par an sans chauffage électrique et de 6 MW avec chauffage électrique. Mégawattheures. Je ne suis pas allé jusqu'au bout. C'est vrai que c'est des mégawattheures. Donc 4,5 et 6, ça c'est pour tout ce qui est en dessous, c'est ça qui bénéficierait à la fois de l'allègement de la TVA et de la modulation de l'assise à 9,5 euros par mégawattheure. Ensuite, entre 4,5 et 7,5 et 6 et 9, donc jusqu'à 7,5 et 9, avec ou sans chauffage électrique, on aurait une consommation dite moyenne, entre guillemets, sur laquelle on maintiendrait l'assise actuelle de 21 euros. Et les 32 euros s'appliqueraient au-dessus de ces seuils de 7,5 ou de 9 mégawattheures. Voilà. La deuxième question, c'est... Comment comptez-vous optimiser le niveau de TURP? Alors, le niveau de TURP, c'est d'abord d'expertiser ce qu'on n'a pas eu le temps de faire et ce que les éléments d'information qui nous ont été donnés ne nous ont pas permis de faire, c'est d'expertiser les investissements de 200 milliards qui sont annoncés par RTE et Enedis, 100 milliards chacun. Donc ça, c'est la première étape, c'est indispensable. Ensuite,
pour optimiser, il faudrait qu'on ait un plan national d'électrification. Alors à la fois sur les usages et autres, mais aussi derrière sur les implantations. Comme je le disais en introduction, on ne peut pas simplement constater qu'il y a des projets à droite, à gauche, à Auch, à Massy, pour citer les deux villes de vos serviteurs aujourd'hui. Mais il faudrait qu'il y ait un plan national d'implantation qui tienne compte des coûts réseau qui sont entraînés par ces implantations, et de façon à chercher à optimiser ces coûts et effectivement à réduire l'impact à l'intérieur du TURP. Le TURP, c'est une partie du prix, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà comment on peut faire. Question de l'AFP peut-être, Allez, avant de revenir question à de la l'AFP, salle. après on vient à la salle. Nathalie Alonso pour l'AFP. Sur quels éléments vous basez-vous pour indiquer que les 14 EPR2 sont un seuil maximal? Le Rassemblement national, en l'occurrence le député Jean-Philippe Tanguy, dit que la France peut faire beaucoup plus et que la filière industrielle lui a assuré que c'était possible d'aller au-delà de 14 EPR2. Et ensuite, avez-vous obtenu le montant de la réévaluation provisoire du coût des 6 EPR2 suite à vos demandes? Alors, tout d'abord, sur la première question, est-ce qu'on peut faire plus? Moi, j'étais plutôt au départ partisan de faire plus. Donc, je vais vous dire, je m'étais dit, je pensais que le 14, c'était plutôt un minimum. Et en réalité, toutes les auditions qu'on a pu avoir, non seulement avec l'industriel EDF, mais aussi avec les autres, nous ont montré que c'est déjà un pari très audacieux et que si on le réalise, on aura déjà fait, j'allais dire un exploit, en tout cas pas loin d'un exploit. Donc je veux bien qu'on annonce des choses bien plus importantes. Moi, je demanderais à voir, mais tout ce qu'on a pu recueillir comme information et comme données nous ont convaincus que réaliser un EPR2 par an à partir de 2037-2038, c'était déjà assez considérable. Sachant que notre filière aujourd'hui est quand même pas en état de fonctionnement parfait, loin de là. Hein. Donc il faut la reconstituer, voilà. Sur le deuxième aspect, alors excusez-moi parce qu'une fois que je suis parti dans le... Avez-vous obtenu le montant de la réévaluation provisoire du coût des 6 EPR2 suite à vos demandes? Écoutez, il y a un courrier qui avait fuité pendant la commission d'enquête et qui avait été repris par les journalistes des Échos, par le journal Les Échos, qui chiffrait à 67,3 milliards. Nous, on en est resté à ce montant-là. Sachant que c'est un montant qui n'a pas fait l'objet d'études approfondies et d'optimisation d'un certain nombre de postes. En tout cas, c'est ce qui nous a été indiqué. Donc, à ce stade, on reste sur ce chiffre de 67,3 milliards. Oui, bien sûr, Président. Profiter de cette question pour évoquer un sujet important, et je ne voudrais pas qu'il passe sous les radars ou à côté. C'est le coût de financement actualisé sur la longue durée de ces investissements. Le prix, finalement, de l'accès à l'argent, à l'emprunt. Quand on regarde ce que ça coûte sur longue durée, au total, eh bien, on se rend compte, et vous avez un camembert là, dans le rapport, alors je ne sais plus à quelle page, intéressant à cet égard, la part de l'investissement initial, finalement total, ce qu'on appelle l'investissement overnight, c'est-à-dire comme si on finançait d'un coup l'appareil industriel à créer, cette part-là, elle est minime par rapport en réalité à ce que ça coûte sur des dizaines d'années. Et ça, c'est quelque chose d'assez fondamental qui permet aussi, non pas de mettre de côté la question des coûts, dont on vient de parler, mais de la relativiser, cette question-là. J'espère être clair avec mon propos, mais je ne sais plus quelle page c'est, peut-être qu'on pourra nous le dire, mais c'est quand même très très important. Voilà, on raisonne de manière actualisée dans le temps, sur la longue durée. Les coûts d'investissement direct sont évidemment un poste important, mais ce qu'il faut regarder, c'est les coûts sur la longue durée. Voilà. Et le prix, la composante du prix payé par le consommateur lié
à l'appareil de production, à l'investissement, au financement de l'appareil de production lui-même, résulte de, voilà, non seulement de l'investissement global initial, mais aussi de ce qu'il coûte sur la longue durée. Et je termine en disant que là, on a besoin, et je pense qu'EDF aura besoin de l'appui de l'État pour accéder à des capitaux à moindre coût. Oui, merci Monsieur le Président, mais c'est vrai qu'il y aura nécessité de toute façon que l'État s'investisse dans le financement de ce nouveau nucléaire. Ça ne pourra pas être autrement, compte tenu de la dette actuelle d'EDF et effectivement des montants d'investissement très importants. Alors, autre question dans la salle? Oui, bonjour, Quentin Calmet pour Public Sénat. J'ai une question très pratico-pratique, très concrète. Est-ce que votre rapport débouche sur une proposition de loi? C'est souvent le cas, mais notamment avec cette proposition de baisse de la TVA pour une consommation de base. Est-ce que ça passe par un texte que vous vouliez proposer, avec peut-être, comme cela aussi, une unanimité au Sénat pour la soutenir, puisque vous disiez que vos travaux avaient fait l'objet d'un vote, sauf l'abstention d'un écologiste. Et d'ailleurs, est-ce que c'est parce qu'il y a cette relance du nucléaire et ces rationalisation des énergies renouvelables que les écologistes n'ont pas voté le rapport? C'est ça la raison qui vous a été invoquée? Oui, tout à fait, hein, pour la deuxième partie de votre question. Sur la première partie, on n'a pas encore préparé de proposition de loi sur le sujet. On ne sait pas quand des textes financiers viendront en discussion. Hein. On pensait qu'il y aurait nécessité de faire une loi de finances rectificative courant de l'année, mais je pense que ça va être peut-être reporté au calendrier grec, vraisemblablement, et que dans la discussion budgétaire qui viendra à l'automne, forcément, il y aura forcément une discussion budgétaire. Dans ces cas-là, on ressortira nos propositions forcément. Unanimité au sein du groupe de la Commission pour cette proposition? Oui. Oui, il n'y a pas eu de restriction sur ce sujet. Il y a un point par rapport à la question importante que vous posez. Et normalement, les dispositions doivent nous permettre d'en discuter. Une loi de programmation du financement de la transition énergétique et écologique. Je pense qu'on a besoin dans ce pays d'un véritable débat par rapport à ça, au-delà des points que j'évoquais tout à l'heure, hein, la PPE, la SNBC, le Programme national d'adaptation au changement climatique. Tout ça, c'est à mettre en rapport, évidemment, de moyens que va y consacrer la nation, hein, et les acteurs de la nation concernés. Donc, voilà, il est absolument nécessaire, d'un point de vue démocratique et pour la clarté des orientations de notre pays, qu'on discute d'un projet de loi de financement de la transition écologique et énergétique. Oui, pardon, Oui, j'avais une nouvelle question, enfin deux petites questions sur la question du nouveau nucléaire et de son financement, justement. Est-ce que EDF vous a donné des éléments sur les pistes de financement? Parce que pour le moment, on n'en a pas trop eu. Est-ce qu'il y a des choses qui se précisent sur ça? Et sur la question des énergies renouvelables, vous avez dit tout à l'heure que les objectifs étaient vraiment très ambitieux et qu'il fallait revenir à un niveau... juste ambitieux, mais du coup, quel serait ce niveau? Quel objectif vous paraît acceptable, du coup, sur le développement des ENR? Merci. Alors, sur la première question, EDF ne nous a pas donné d'informations particulières sur les modes de financement. Moi, je regrette, hein, je le dis publiquement, mais je regrette qu'il n'y ait pas plus de transparence sur les comptes d'EDF. Et qu'on a eu du mal quand même dans les informations qu'on a pu recueillir d'avoir des informations précises. Je cite simplement un exemple, par exemple l'hydroélectricité, savoir combien rapporte l'hydroélectricité, quel est le compte d'exploitation de l'hydroélectricité d'EDF, on ne peut pas le savoir. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, même si ça peut être couvert par le secret des affaires, dans le cadre d'une commission d'enquête, on doit pouvoir avoir ce type d'informations. Ceci étant, je disais tout à l'heure, l'État peut intervenir dans le financement du nouveau nucléaire sous différentes formes. Ça peut être une création d'une structure adéquate, hein, ad hoc, en lien avec EDF. Ça peut être des avances remboursables, ça peut être des financements à travers des établissements publics comme la Caisse des dépôts. Il y a différents modes et configurations qui peuvent le permettre, mais ça sera indispensable, sinon on n'y arrivera pas.
Sur les énergies renouvelables, en fait, nous pensons que les objectifs qui étaient ceux de 2035 pourraient être raisonnablement ceux de 2050 et qu'on y arriverait. Mais que ça serait réaliste. Voilà, et ça reste assez ambitieux quand même, parce que c'est quand même une augmentation assez forte. Oui. Sur les moyens de financement, ça me permettra d'illustrer le propos que je tenais il y a quelques instants. Il y en a essentiellement 4, cohérent avec ce que vient de dire le rapporteur. L'accès à des fonds souverains d'État, qui coûtent le moins cher en réalité. Ce qu'on appelle ensuite une autre possibilité, la base d'actifs régulés, qui est un système qui est aujourd'hui mis en œuvre pour les réseaux. Le TURP fonctionne entre autres sur une base d'actifs régulés. Le troisième, c'est les CFD dont on a parlé. Et le quatrième, c'est les PPA, les Power Purchase Agreement. Et quand vous allez du premier fonds souverain jusqu'au PPA, vous avez en fait des coûts qui ont tendance à augmenter. Et ces quatre types de financement peuvent évidemment être composés. Et quand on a posé la question en audition aux personnes intéressées à cette question-là, on n'a pas eu de réponse très claire, clairement. Et je rappelle, j'aurais dû le dire, les PPA, c'est entre privés, entre consommateurs, gros consommateurs évidemment, et producteurs fournisseurs. Voilà. Donc là, on a un arsenal d'outils, de méthodes pour arriver à financer de manière optimisée les investissements nécessaires. Oui, pardon, je reviens sur cette question des objectifs ENR, mais j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Vous dites que les objectifs 2035 peuvent facilement devenir les objectifs 2050 et que ce serait ambitieux. Le gouvernement, à un moment, le gouvernement d'Emmanuel Macron, je ne sais plus à quelle période c'était, mais c'était peu de temps après 2017, a envisagé de lever le pied, notamment sur l'éolien. Il en est revenu. RTE le dit dans tous ses bilans prévisionnels, le seul curseur sur lequel on peut vraiment pousser à fond d'ici 2035, ce sont les ENR, puisque vous l'avez dit vous-même, aucun réacteur ne sortira avant 2035. Donc je ne comprends pas comment vous bouclez l'équilibre en retardant les objectifs ENR, sachant que RTE, encore une fois, le dit, d'ici 2035, c'est le seul curseur sur lequel on peut pousser. Non. C'est pas le seul curseur. C'est pas le seul curseur. On a parlé du nucléaire. Je ne sais pas si voilà. On a dans notre rapport, on a détaillé ce que pouvait entraîner l'optimisation du parc nucléaire existant. Aujourd'hui, on est allé jusqu'à 400 TWh en production nucléaire. Aujourd'hui, on est remonté à 360. Je crois après être descendu à 225. Donc on a, à travers ce que j'ai cité tout à l'heure, et aussi ce que je n'ai pas cité, mais les travaux d'optimisation de la part d'EDF, de l'exploitant sur son parc existant, on peut avoir une augmentation quand même encore de la production nucléaire. Ensuite, on n'a pas dit qu'on arrêtait du tout les ENR, on poursuit le développement, mais honnêtement, si vous regardez les rythmes et les objectifs aujourd'hui, on en est assez loin en termes de réalisation. Donc nous, on a cherché à être réaliste. On a cherché à avoir non pas des objectifs politiques affichés, mais des objectifs réalistes qu'on puisse atteindre. C'est ça qu'on a cherché à faire. Donc ça veut dire qu'on augmente. On augmente la production en termes d'énergie renouvelable. On ne dit pas stop, comme certains peuvent le dire. Au contraire, on dit qu'il faut absolument s'appuyer aussi dessus. Il faut optimiser la production nucléaire et s'appuyer aussi sur la poursuite du développement des énergies renouvelables. Oui, bonjour, Félix Gouty pour Actu Environnement. Juste deux précisions à la fois sur les Pour qui j'ai pas pour compris. Actu Environnement, pardon. Deux précisions. D'abord sur les ENR, vous parlez beaucoup de l'implantation des ENR qui poserait problème. Est-ce que ça voudrait dire revenir sur le modèle des zones d'accélération qui est prévu par la loi ENR? Et pour la deuxième précision, c'est sur le nucléaire. Est-ce que vous parlez dans le rapport des SMR, des petits réacteurs modulaires? Est-ce qu'il faut aussi poser le curseur là-dessus? Alors sur la première partie, non, il ne s'agit pas de revenir dessus, il s'agit simplement de se dire que les ENR sont des énergies intermittentes, qu'elles posent de ce fait-là et du fait de leur diffusion sur le territoire qui aujourd'hui, je ne vais pas utiliser le terme anarchique, mais en tout cas on a le sentiment qu'il y a des projets ici ou là
qui sont sortis, parfois d'ailleurs sans permis. J'ai appris notamment dans des réponses récentes de la DGEC qu'il y avait des implantations qui s'étaient faites aussi sans autorisation. Mais on a le sentiment qu'il n'y a pas un travail d'ensemble et de recherche d'optimisation. C'est pour ça que je reviens sur ce terme d'optimisation. Je pense qu'il faut continuer. Il faut continuer à les défendre et à les implanter, mais d'une façon sans doute mieux maîtrisée que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et sur les SMR, on a eu des échos variables sur les SMR. D'abord des personnes qui sont compétentes en matière nucléaire qui nous disent est-ce que le format et la façon de faire, notamment à travers des start-up, est la bonne? Est-ce que 2-3 ingénieurs dans une start-up sont capables de sortir des équipements qui sont quand même des équipements assez compliqués sur le plan technologique? Donc il y a cette interrogation-là à laquelle on n'a pas pu répondre honnêtement. On a eu à peine 6 mois de travail et c'est un sujet très compliqué, très vaste. Mais ce qui nous a semblé sur les SMR, c'est que c'était un bon complément, mais que ça ne pouvait pas être quelque chose sur lequel on s'appuie pour une production électrique majeure. Ça pouvait remplacer un certain nombre d'équipements existants dans le domaine de l'industrie, notamment. Dans le domaine industriel, il y a des opportunités de remplacement et sans doute aussi un domaine sur lequel on peut investir dans l'exportation. Pour des pays qui n'ont pas aujourd'hui beaucoup de nucléaire, on pourrait, à travers les SMR, avoir une filière d'exportation importante. Oui, juste Président. Sur le sujet des SMR, je parle à titre personnel, mais je pense que c'est partagé aussi par les membres de la Commission. On a vraiment besoin, au niveau national, d'une stratégie, si ce n'est d'une doctrine relative au développement des SMR. Voilà, c'est très particulier comme moyen de production. Ça peut faire l'objet d'une dissémination sur le territoire. Il y a tout un tas de questions qui se posent, technologiques évidemment, mais aussi de sécurité, etc. C'est pas un petit sujet. Jusqu'à maintenant, le nucléaire en France a été complètement géré au plan public. Voilà, il y a besoin d'une stratégie sur les SMR. On entend un peu tout, beaucoup de choses sur les SMR. Certains disent non, c'est que pour l'exportation. D'autres disent, et moi je partage aussi, ça peut être utile à la décarbonation de certaines filières industrielles. Et je crois que ça sera un des sujets effectivement. Mais voilà, il y a besoin d'une doctrine, d'une stratégie, d'une véritable stratégie, réfléchie par toutes les parties prenantes. Et là, on n'a pas. On a encore des questions en ligne? Oui. Je ne sais pas quelle heure il est. Oui, mais... une question en ligne d'Aurélie Barbeau pour l'usine nouvelle. Que prévoit le rapport pour sortir de l'impasse des concessions hydrauliques? Alors, sur les concessions hydrauliques, en fait, il y a 3 possibilités. C'est dire OK à la Commission européenne, ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent, c'est dire remettre en concurrence les concessions qui viennent à renouvellement. Il y a la mise en place d'un régime d'autorisation, en fait, par l'État, qui nécessiterait quand même de transférer la propriété des équipements de l'État vers l'exploitant, vers l'exploitant. Ce qui a quand même comme conséquence d'avoir à déterminer le prix de ces équipements et aussi d'obliger l'exploitant, et souvent EDF, donc à réinvestir, à sortir de l'argent pour payer ces équipements. Et puis il y a le système de la régie qui peut être aussi mis en place, c'est-à-dire une régie publique. Le rapport ne prend pas position sur une de ces 3 possibilités-là. Il dit qu'il faut d'abord en sortir rapidement et il fait un état des avantages et des inconvénients de chaque formule. Donc on a établi un tableau où on met les avantages et les inconvénients. Alors il y avait une mission parlementaire à l'Assemblée nationale sur le sujet qui devait permettre d'en sortir rapidement. Malheureusement, avec la dissolution, la mission a vu ses travaux achevés. Alors est-ce qu'ils seront repris ensuite? Je ne sais pas. Voilà, mais c'est vrai que pour nous, c'est un sujet majeur. Mais on n'a pas pris position sur une ou l'autre des possibilités. Dernière question en salle, peut-être? Ouais. Bonjour. Oh, je sais pas, mais bonjour, Nicolas Camus de Politico. Vous parlez de l'accès aux informations et aux documents tout à l'heure. On comprend que vous avez eu accès
à l'accord qui a été passé entre EDF et le gouvernement sur le prix de l'électricité post-ARENH. Est-ce que vous avez eu accès aux modèles de contrats à moyen et à long terme qui sont proposés par EDF aux industriels? Ou est-ce que c'est quelque chose qui relève aussi du secret des affaires? On n'a pas eu accès, alors on ne l'a pas demandé non plus. Hein. Il ne me semble pas l'avoir demandé, hein, mais moi personnellement en tout cas je ne l'ai pas demandé, donc on n'a du coup pas eu accès. Merci. Qu'est-ce qui vous fait penser que le premier EPR qui sera mis en service en 2037-38 plutôt que 34-35? Il me semble que c'était ça l'objectif. L'objectif c'était 35. 35. C'était 2035. Et puis l'autre question que j'avais, c'est que je reviens un peu sur les ENR, mais avec votre scénario, quelle est la part des ENR dans le mix électrique en fait? Je pense qu'on n'atteint pas forcément le 42,5% imposé par l'UE en 2030. Alors, dans le mixte, nous, à 2035 ou 2040, c'est 2035, je pense, c'est 60-40. Hein, c'est qu'on peut atteindre. Alors, on a demandé aussi, vous l'avez peut-être pas vu, mais on a demandé à RTE de nous donner leur sentiment sur une possibilité de 70-30. Parce que dans les scénarios d'RTE, en fait, on était parti de 100 ENR, hein, 100% ENR, 0 nucléaire, à 50-50. Hein, je ne sais pas, il y avait 6 scénarios, vous avez peut-être tout ça en tête. Et nous, on s'est interrogé pourquoi on n'était pas allé au-delà des 50-50. Donc en fait, on a regardé le scénario qui peut paraître réaliste, ça serait 60-40. Le 70-30, on a reçu une réponse, c'est annexé dans notre rapport, mais c'est à notre avis pas réaliste. C'est-à-dire qu'on n'y arrivera pas et RTE confirme que c'est quelque chose qu'on ne peut pas, compte tenu des délais qu'il faut pour construire. Et on va y revenir un peu avec votre première question. Donc voilà, on en est là. Nous, à 2050, en fait, on pense qu'on sera entre 50 et 60% de part de nucléaire dans la production électrique et entre 40 et 50% de NR. Sur votre première question, qu'est-ce qui a fait que j'ai indiqué plutôt 37-38 que 35. 35, c'est vrai que c'était l'objectif officiel. Honnêtement, on sent qu'il y a encore beaucoup de travaux préparatoires à réaliser pour se mettre d'accord sur le design des EPR2 et que les documents qu'on a pu avoir et les personnes que l'on a pu rencontrer nous donnent le sentiment que ça sera plutôt 2037-2038. Voilà, et si tout se passe bien. Juste petit mot complémentaire sur cette question du mix et des objectifs. Voilà, moi je pense qu'il faut être pragmatique. Il y a beaucoup d'incertitudes sur les filières concernées, nucléaire et renouvelable aussi, et qu'il faut se donner toutes les chances de pouvoir répondre aux besoins de production à terme. Et donc, il ne faut ni négliger le nucléaire, ni négliger le renouvelable. Il faut pousser tous les curseurs. Et voilà, et surtout pas opposer une filière à l'autre, quoi. Ça c'est assez fondamental. Et à quoi aboutiront nous? On peut très bien se trouver dans une situation avec plus de 50% de renouvelables ou plus de 50% de nucléaire en fonction de ce qu'il aura été possible technologiquement et dans un cadre de sécurité évidemment garanti de faire. Voilà. Et voilà, je crois qu'il ne faut pas se braquer sur les objectifs, même s'ils sont importants, hein, parce qu'ils ont une nature politique aussi. Hein. C'est des signaux qu'on envoie aux filières industrielles concernées. Mais il faut, voilà, on peut se retrouver dans une situation voilà, très, très différente de ce à quoi on pourrait vouloir arriver, quoi. Voilà. Il faut être pragmatique, quoi. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clore cette conférence de presse en vous remerciant d'y avoir participé, à la fois ceux qui sont en salle et ceux qui étaient derrière leur écran. Merci à vous tous. Et puis, s'il y a des précisions complémentaires, on sera bien sûr à votre disposition. N'hésitez pas à nous solliciter. Voilà, vous avez nos coordonnées. Et voilà, bonne journée à vous. Merci à vous tous.